Howdy folks. J'arrête pas de le répéter sur la chaîne, le gouvernement fédéral est hors de contrôle. C'était déjà vrai en 1993 lors du siège de Waco, et aujourd'hui nous allons revenir sur cette histoire qui a entraîné le siège d'une communauté religieuse par le gouvernement fédéral, résultant sur la mort de 86 citoyens américains sur le sol américain. Vous êtes sur The American Dream, et aujourd'hui dans Only in the USA, nous revenons sur le massacre de Waco. Only in the USA, cette série porte vraiment bien son nom. Il n'y a qu'aux États-Unis que nous pouvons retrouver le cocktail de liberté de culte, d'agences gouvernementales toutes puissantes, de stock d'armes et de retour de Jésus sur Terre dans une seule et même histoire. Pour commencer, remontons un peu dans le temps jusqu'en 1955, lorsqu'une secte religieuse voit le jour au Texas, après que Victor Houtef se convainc d'être porteur d'une prophétie annonçant l'apocalypse. Apocalypse au sens biblique, c'est-à-dire retour de Jésus-Christ sur Terre, révélation, armée de Babylone, le vrai deal quoi. Je fais une petite parenthèse ici, parce que tout ça, ça m'a fait penser au mouvement Q, apocalypse, révélation, fin du monde et tout ça. C'est toujours délicieux de voir que quand ça tourne autour de la Bible, on peut toujours compter sur le fait que quelqu'un ait déjà eu l'idée d'utiliser les Saintes Écritures pour son propre compte. Bref. Donc en 1955, Houtef annonce sa prophétie et demande à ses disciples de se préparer à l'Armageddon. Non, pas le film avec Bruce Willis, Armageddon comme dans la Bible, bande de païens. Encore une fois, Houtef se prépare à l'apocalypse. Bon, la suite on la connaît, nous sommes en 2021, l'apocalypse n'est pas arrivé, mais bon, tous les gens qui s'étaient rassemblés en préparation sont quand même restés sur place, parce qu'après tout, pourquoi ne pas fonder une communauté basée sur un mensonge évident, toujours en vénérant les mêmes faux prophètes? Je rappelle que la prophétie ne s'est pas réalisée, et les mecs sont quand même restés. C'est alors que la communauté des Branch Davidians est créée. J'avance un petit peu maintenant dans l'histoire parce que la suite n'est pas très intéressante. En gros, il y a eu des histoires de lutte de pouvoir au sein des Davidians, certains sont allés en prison pour meurtre, il y a eu un coup d'état dans la secte. Dans cette vidéo, on va se concentrer sur le cœur de l'histoire qui est l'assaut par les forces de l'ordre. L'important ici, c'est qu'à partir de 1989, le nouveau chef de la troupe s'appelle David Koresh. C'est un pseudo avec un nom hébreu bien stylé pour se crédibiliser, et à son arrivée, il durcit un peu les choses au campement. Premièrement, il recentre l'attention sur cette histoire d'apocalypse, annonçant qu'il fallait se préparer à construire une armée pour Dieu en préparation de la fin des temps et du salut de ses disciples. Il en profite aussi pour dire que Dieu lui a donné l'exclusivité de procréer avec les femmes du campement. Les couples mariés de la communauté devaient accepter cette nouvelle règle et les maris devaient maintenant observer le célibat. Faut quand même apprécier une chose avec toutes ces sectes. Dieu ne leur dit jamais que c'est au chef de faire la vaisselle et de sortir les poubelles, hein. Bon, les disciples de Koresh ne semblent pas trop remettre ça en question. Il y a pourtant un solide texte chrétien qui s'appelle les 10 commandements et qui commande de ne pas convoiter la femme d'un autre, mais bon, en bon coq, littéralement cette fois, ça ne semble pas les déranger. Cette petite communauté commençait à attirer l'attention en 1993 lorsqu'un journaliste d'un papier local accuse Koresh d'abus sur des enfants et de polygamie, notamment avec des mineurs. Petite parenthèse ici, la polygamie est interdite aux États-Unis, et au Texas, ça peut aller jusqu'à 10 ans de prison. Alors oui, il aurait pu se marier légalement avec une seule femme, et techniquement coucher avec d'autres, ça c'est pas illégal. Sauf qu'au Texas, certes il est possible d'avoir un contrat de mariage donné par l'État, mais il est également reconnu comme mariage implicite le fait que deux personnes consentent, vivent ensemble et se présentent devant les autres comme mariés. Et c'était le cas de Koresh. Il le dit qu'il est marié à plusieurs femmes, celles-ci sont a priori consentantes et tous vivent sous le même toit. Il y a bien polygamie avérée, même sans contrat de mariage. Je finis avec ma parenthèse, dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires de tout ça. Moi je trouve ça génial que le gouvernement soit en dehors des affaires de mariage. Vive le Texas. Tu veux faire un contrat de mariage? Va chez un notaire ou un avocat, mais le gouvernement n'a pas de business à jouer dans les affaires privées. Moi j'approuve. Revenons à notre histoire. Donc ce journal local dénonce les comportements derrière les portes fermées du campement. Un peu avant ça, le gouvernement fédéral avait déjà commencé à enquêter sur la secte, qui était soupçonnée de stocker des tonnes d'armes illégales. Et oui, souvenez-vous, Koresh essaye de monter l'armée de Dieu en préparation de l'apocalypse. L'ATF, Alcohol, Tobacco and Firearms, qui est l'agence fédérale qui s'occupe de toutes les substances et matériels contrôlés, commence alors à enquêter. L'ATF rentre en contact avec Koresh, qui leur réaffirme qu'il n'y a rien d'illégal à voir et les invite même à venir au campement. Des agents fédéraux ne répondent pas présents et à la place mettent en place une surveillance du campement. D'ailleurs, cette surveillance, c'était une blague. Les fédéraux ont pris position dans une maison en face du campement, ils se sont présentés aux voisins comme des étudiants,
Mais manque de bol, ils ont oublié de s'inscrire à l'université, ne sortaient jamais de la maison pour aller en cours, ils avaient tous la trentaine et des voitures neuves. Bref, les gars étaient complètement cramés. Ils essaieront même d'envoyer un agent double et David Koresh dira plus tard qu'il l'avait complètement cramé depuis le début. Faut dire que de son point de vue, il y a des types louches qui les surveillent du bout de la rue et dans la foulée un mec toque à la porte pour dire « J'adore votre secte, est-ce que je peux venir vivre avec vous ?» Bref, basé sur le témoignage d'un livreur qui a cru reconnaître des explosifs livrés au campement, et sur le témoignage d'un fermier qui a cru entendre des tirs d'armes full automatiques, ce qui est extrêmement régulé aux États-Unis, l'ATF demande un mandat de perquisition pour aller voir ce qui se passe à l'intérieur. L'ATF rajoute aussi sans trop de fondement des accusations de laboratoire de méthamphétamine, histoire de choper de l'équipement militaire pour la perquisition. Le 28 février 1993, alors que les fédéraux se préparent, un média local a vent de la perquisition à venir. Ils essayent de se diriger vers le campement pour couvrir l'événement et demandent leur chemin à un employé de la poste. Manque de bol, cet employé, c'était le beau-frère de Koresh, qui arrive à les prévenir de la perquisition à venir. Lorsque l'ATF sonne à la porte à 9h45 du matin, la secte est armée jusqu'aux dents et prête à riposter. La suite n'est pas très claire. Les fédéraux disent que les Davidians ont tiré en premier et les Davidians disent que les fédéraux ont tiré d'abord. Suite à cette confrontation, il y a 4 morts et 16 blessés côté gouvernement et 6 tués côté Davidians. Koresh est également blessé par balle. Les fédéraux se retirent et lancent le siège de Waco. Ce qui se déroule pendant le siège est très bien expliqué dans la mini-série Waco, disponible sur Netflix aux États-Unis. Cette série, sortie en 2018, montre d'un œil sympathique David Koresh et sa petite secte et offre un contraste bienvenu avec ce que l'on pourrait appeler la version officielle du gouvernement, qui se cachait derrière des « ils ont tiré en premier, on faisait que suivre les ordres, c'est tragique, mais c'était quand même des criminels ». Cette série, bien que montrant Koresh d'un œil sympathique, est très sérieuse et basée sur des faits, notamment ceux racontés dans le livre A Place Called Waco, écrit par des survivants de l'intérieur du campement, et surtout du livre Stalling for Time, My Life as an FBI Hostage Negotiator, écrit par Gary Nosner, le négociateur du FBI envoyé à Waco. Ce qui est clair, c'est que l'équipe de négociateurs était en conflit avec les gorilles du gouvernement qui, eux, voulaient passer à l'action. La solution à ce siège n'est pourtant pas simple. Les Davidians sont à l'évidence prêts à se défendre et il y a des femmes et des enfants dans le campement. 98 personnes en tout. S'ensuit alors pendant des semaines des échanges par téléphone entre le FBI et Koresh, ainsi que des échanges de vidéos pour montrer que personne n'était retenu en otage contre leur gré. Koresh accepte de se rendre à condition que le FBI lui laisse le temps d'écrire un message qui devra ensuite être lu à la télévision nationale. Pendant ce temps, le conflit à l'intérieur du FBI s'intensifie entre ceux en faveur de la négociation et ceux qui souhaitent passer à l'action. Aujourd'hui, avec le recul, il est facile de voir que plus le gouvernement devenait agressif et plus Koresh et sa bande étaient convaincus qu'ils avaient bien en face l'armée de Babylone et qu'il fallait tenir le campement coûte que coûte grâce à l'armée de Dieu. Pendant les 51 jours de siège, certaines personnes, dont des enfants, sont sortis du campement, certains par leur action volontaire de partir, d'autres ordonnés par Koresh pour prouver sa bonne foi aux autorités. Le 19 avril 1993, après 51 jours de siège très médiatisés, le président Clinton ordonne l'assaut sur conseil de son entourage. Il était inquiet du sort des enfants dans un campement affamé. L'objectif des forces de l'ordre n'est pas de nettoyer le bâtiment à coups d'armes automatiques, mais de remplir le campement de gaz lacrymogène pour les forcer à sortir. Au bout de 6 heures, aucun n'est sorti du campement. Tous se sont réfugiés dans une pièce fortifiée appelée le bunker avec des masques à gaz. Quand je vous dis qu'ils étaient préparés à l'apocalypse, c'était pas des gens Kevin survivalistes qui regardent des reviews de couteaux suisses sur YouTube. Tragiquement, en se réfugiant dans le cœur du bâtiment fortifié, les Davidians ne se rendent pas compte que les gaz lacrymogènes, inflammables dans des espaces confinés, ont déclaré 3 foyers de feu à différents endroits du campement. Seulement 9 des 85 Davidians présents dans le campement arriveront à s'échapper. Le reste sera mort dans les flammes, par asphyxie, écrasé par l'effondrement du bâtiment, et quant à Koresh et son bras droit, ils seront retrouvés tués par balle dans ce que le FBI qualifiera de suicide. Au total, 4 agents du gouvernement et 6 Davidians auront été tués lors de la perquisition, et 76 Davidians, incluant 25 enfants et 2 femmes enceintes, seront tués dans l'incendie. 12 Davidians survivants seront poursuivis en justice, et 9 seront condamnés pour différents motifs, allant d'homicide volontaire à conspiration de posséder des armes automatiques. Il reste encore beaucoup de zones de flou sur ce qui s'est passé. Si le sujet vous intéresse, je vous encourage à faire vos recherches sur tout ça. Je voudrais pas transformer cette vidéo en documentaire, et j'espère avoir distribué les coups équitablement sans trop avoir pris parti. Je voudrais cependant attirer votre attention sur 2 choses.
Premièrement, ce massacre de Waco a été utilisé comme justification pour l'attentat de 1995 à Oklahoma City, qui a entraîné la mort de 168 personnes dans un bâtiment gouvernemental. Le terroriste a planifié cette attaque pour le second anniversaire du massacre de Waco et cite clairement sa haine du gouvernement fédéral comme justification pour son crime. Aussi, David Chipman, un des agents de l'ATF présents à Waco, est en lice pour être nommé directeur de l'ATF par le président Biden. Chipman, c'est un mec qui a menti à plusieurs reprises sur les Davidians pour leur donner une mauvaise presse. Chipman, c'est le type qui se tape un selfie devant le bâtiment encore en flammes de Waco où reposent les squelettes de 25 enfants morts dans un incendie provoqué par les autorités. Chipman, c'est un mec qui veut que l'ATF soit toute puissante et qualifie les possesseurs d'armes aux États-Unis de peureux se préparant à la fin des temps et l'apocalypse zombie. Aucune surprise de retrouver cette petite étatiste dans la shortlist de Biden pour être nommée à la tête de l'agence fédérale la plus abusée des États-Unis, l'ATF. Beaucoup de choses à dire sur Waco. Je voulais juste faire une introduction au sujet ici, notamment parce que la mini-série sur Netflix est exceptionnellement bien faite, et surtout, s'écarte des complots qu'on peut lire ici et là. Cet événement est suffisamment récent pour que les personnes impliquées aient pu nous raconter la vérité sur ce siège, et même s'il reste des zones d'ombre, on a aujourd'hui une idée assez claire de ce qui s'est passé à Waco début 1993. Likez la vidéo pour m'aider avec l'algorithme YouTube, inscrivez-vous si c'est pas déjà fait, et surtout, partagez autour de vous, vous êtes sur The American Dream, God bless America.